Espace TV, le 22h. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Rien ne semble plus rester de la mangrove et les forêts classées guinéennes du fait de l'homme, des constructions anarchiques, l'exploitation de la mangrove. Tout est fait de nos jours pour agresser les zones humides à Conakry. En cette journée de célébration de ces zones, notre rédaction s'est intéressée à l'état des lieux des forêts classées et la mangrove de Conakry. Rusal Fria a sommé de compléter ses équipements pour le respect des normes internationales de pollution. C'est du moins ce qui ressort de la visite de terrain d'une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement. Vous aurez les échos dans ce journal. Et puis notre angle de ce soir, plus aucun endroit n'échappe aux prédateurs sexuels. Dans des lieux de culte à l'école, plus aucun endroit n'est épargné. Mais quels sont les facteurs encourageants? Quelles attitudes pour prévenir les viols sur mineurs? C'est le reportage grand format de ce mercredi. Je vous le disais à l'instant, une délégation gouvernementale dirigée par le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendue dans la ville de Fria pour s'enquérir de l'état des lieux de l'usine d'Alumine. Après une visite des installations et un entretien avec les autorités préfectorales et des partenaires de Rusal, il a été convenu que l'usine complète ses équipements pour respecter les normes internationales de pollution. Idrissa Bari commente les images du bureau de presse de la primature. En décembre 2021, la ville de Sombori faisait face à une envolée de poudre d'alumine qui s'échappait de l'usine de Rusal. En vue d'apporter le soutien des autorités de la transition aux populations de Fria, une délégation gouvernementale avec à sa tête le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu dans la cité de l'alumine. Pour évaluer le niveau de pollution de l'environnement dû aux activités de l'usine, une mission conjointe santé, mines et environnement s'était déjà rendue à Fria pour un constat. Tout s'est bien passé et sont engagés au plus tard au mois de mai pour mettre tout en œuvre, prendre les dispositions techniques pour mettre fin à l'envolée des poussières d'alumine. Autre sujet qui a intéressé les membres de cette délégation gouvernementale, c'est la situation des travailleurs, des retraités et des veuves. Depuis la relance des activités de l'usine en 2018, les travailleurs, tous évoluant dans la sous-traitance, tirent le diable par la queue. Une situation que déplore le ministre des Mines et de la Géologie. On me parle de 300 000 et 500 000 francs guinéens de salaire pour un travailleur par mois. Ce sont là des choses que nous voulons creuser pour ne pas nous en tenir à des allégations. Nous leur avons demandé que d'ici au plus tard le 10 février, de nous faire parvenir un rapport. Au cours de ce séjour, le Premier ministre et sa suite ont pu visiter les installations de l'usine d'alumine. Ils ont par la suite eu des entretiens avec les partenaires Rusal. Et de ces discussions, des engagements ont été pris par la partie russe. Il s'agit de compléter les installations de l'usine d'alumine sur des normes internationales de pollution, au plus tard le 1er mai 2022. Cela veut dire qu'il y a des investissements derrière, il y a du travail à faire. La deuxième chose concerne les travailleurs, notamment le cas des veuves, des retraités et des employés actuels eux-mêmes. Et nous avons donc demandé et obtenu l'accord de tous que 2 mémorandums soient produits, au plus tard le 10 février. Le chef du gouvernement rassure que c'est à l'issue de la réception de ces 2 mémorandums que des discussions en vue de trouver des solutions consensuelles vont être engagées. Justement, ce 2 février 2022, l'humanité célèbre la journée mondiale des zones humides, une journée de réflexion sur les questions relatives à la conservation des mangroves, bas-fonds et cours d'eau. À Conakry, la capitale guinéenne, ces zones humides ne sont pas entretenues. Les constructions anarchiques envahissent ces espaces. Quant à leur restauration, les promesses sont faites. La nouvelle ministre de l'Environnement compte s'y investir dans les jours prochains. À cette occasion, Ali Badara Kamara et Aboubakar Keke Bangoura ont fait le zoom sur quelques mangroves et forêts classées de Conakry. Elles sont constituées d'arbres appelés palétuviers ou mangliers. Ces arbres sont capables de supporter à la fois l'eau et le sel. Aujourd'hui, on ne peut plus profiter des bienfaits des mangroves de la capitale Conakry.
agressés par des occupations anarchiques, des tas d'immondices, mais aussi le changement climatique. Ces mangroves du littoral ne bénéficient d'aucun entretien. Pourtant, les mangroves forment un écosystème unique bordant les 3/4 des littoraux tropicaux et subtropicaux. La Guinée a des zones humides. S'il y a la sécheresse, nous allons perdre ces terres humides. Donc c'est les méfaits des changements climatiques. Puis c'est les zones humides qui favorisent l'agriculture, l'élevage et tout ce qui s'ensuit. Donc les changements climatiques affectent les zones humides. La Guinée possède 9 millions d'hectares de zones humides. Malgré la mise en place d'une direction nationale des conservateurs, les forêts classées et quelques zones humides du pays n'échappent pas à l'incivisme des citoyens. Je crois que le ministère de l'Environnement, à travers sa direction nationale, comme il y a eu restructuration de l'assainissement, nous allons élaborer des politiques de préservation de ces forêts pour lutter contre le dépôt des ordures au niveau de ces forêts classées. Pour leur restauration, la nouvelle ministre compte s'impliquer. Nous allons nous y intéresser et nous avons des bailleurs aussi qui nous appuient pour la protection de ces zones humides. Si elles sont bien entretenues, les mangroves peuvent favoriser la pisciculture, l'augmentation de la surface des zones côtières, mais aussi l'agriculture intensive pour une autosuffisance alimentaire. Restons dans ce cadre pour dire que les travaux de restitution de la 26e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se sont ouverts à Conakry ce mercredi. Les parties prenantes pour la lutte contre le changement climatique ont encore une fois réitéré leur volonté de participer à la réduction de 1,5 degré d'émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement guinéen ne veut pas rester en marge. Sa ministre de l'Environnement a rappelé les efforts entrepris pour le respect des accords et traités pour le climat. Djibril Ba et Abdoulaye Kamara ont assisté à cette restitution. Voici leur reportage. Il est de coutume que chaque État procède à une restitution après la fin des travaux de la COP, conférence des parties. C'est dans cette dynamique que la ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est évertuée à se soumettre à l'exercice de restitution de la COP 26 tenue à Glasgow en novembre dernier. Pour atteindre les objectifs pour le climat, elle a insisté sur la nécessité de coopération entre les États. Nous devons ensemble consolider au cours de cette journée de restitution une stratégie claire et cohérente qui nous permettra d'exercer la pression au bon endroit, de collaborer avec les partenaires et d'avoir une idée claire des résultats que nous désirons obtenir à la COP 27. La COP 27 dont il s'agit se tiendra en Égypte. Il est donc opportun pour ses participants de capitaliser les actions entreprises pour le climat. L'ambassadeur du pays des pharaons en est conscient. Mais nous comptons bien sûr sur la participation de tous. Comme encore une fois, je l'avais dit plusieurs fois, c'est le COP de l'Afrique et c'est indispensable que tous les chefs d'État africains y soient présents. De nos jours, quelques actes posés par l'homme nuisent gravement à l'équilibre de l'écosystème. L'élévation du niveau de la mer, des incendies en forêt, des cas d'inondation sont des illustrations que regrette l'ambassadeur britannique en Guinée. Veiller à ce que le ciel à plus 1,5 degré Celsius reste à la portée de notre planète et l'affaire de tous. Les participants fondent de l'espoir sur les initiatives envisagées par le département de l'environnement et du développement durable en faveur de la planète. Rien de mieux pour sauver la future génération. Autre chose à présent, la Guinée occupe le rang de 150e sur 180 pays les plus corrompus au monde. Elle perd 13 places dans le classement mondial et 3 places en Afrique, ce qui ressort de l'indice annuel de perception de la corruption publié en 2021 par Transparency International. Pas de surprise, selon les professeurs d'université et les acteurs de la société civile, suite à ce classement, ils fondent leur espoir néanmoins sur des nouvelles autorités qui ont entamé des réformes dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Djibril Ba, Tierno Sadouba les ont rencontrés. Voici leur reportage. À la suite de la publication du rapport sur l'indice de la perception de la corruption dans le monde,
La Guinée recule et affiche une moyenne de 25 points. Alors qu'en 2020, elle avait une note de 28 sur 100, ce qui lui a valu la 137e place sur 179 pays. D'abord, je ne suis pas surpris, parce que tout le monde le dit déjà. Nous ne sommes pas surpris, mais on ne pouvait pas aussi croire que beaucoup d'autres pays qui sont soit en Afrique ou à travers le monde allaient encore faire mieux que la Guinée. La société civile, dans son rôle d'alerte, a entrepris de nombreuses actions pour attirer l'attention du régime précédent sur des cas de corruption en vain. Le manque d'implication des autorités est la résultante de ce rapport de Transparency International, explique notre interlocuteur. Nous avons chaque fois dénoncé, alerté les autorités afin de prendre à bras le corps cette question de corruption. Et si vous vous rappelez, on a fait beaucoup de dénonciations dans le cadre du recrutement qui se passe au niveau du ministère de l'enseignement technique et tant d'autres. Mais il n'y a pas eu vraiment des réactions favorables à l'époque de la part des autorités. Toutefois, les nouvelles autorités du pays ont mis en place la CRIEF, relancé les audits, de nouveaux promus dans l'administration soupçonnée de corruption limogés. Une initiative à encourager, s'accordent les uns et les autres. En résumé, on a besoin des institutions fortes. C'est cette recommandation que nous avons eu à faire à ces nouvelles autorités. Et je crois qu'on est à un bon début. L'autre solution, c'est de revoir les salaires des fonctionnaires. Il faut revoir, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de travailler et de vivre de la misère. Ce n'est pas possible. Des plaidoyers qui s'étendent à la déclaration des biens des membres du gouvernement, à la publication des résultats d'audit, au soutien du journalisme d'investigation et l'appui des partenaires techniques et financiers. Une question, où en sommes-nous avec le dossier Massila décédé en novembre? Pour rappel, Massila est cette jeune dame qui a été victime de viol dans une clinique privée suivie de grossesse. Elle subira par la suite un avortement forcé mal pratiqué. Pour en savoir plus, Mariama Fodé Camara et Aliouba sont allés à la rencontre de l'avocat de la victime. Selon maître Alimatou Camara, le dossier est toujours en phase d'instruction. Mais pourquoi? Suivez les explications. Victime de viol, suivi de grossesse puis d'avortement forcé dans une clinique à Anta, Massila est décédée en novembre 2021 en Tunisie où elle avait été évacuée d'urgence pour des soins intensifs. Bien avant son décès, le procureur après le TPI de Mafanko à l'époque s'était saisi du dossier. Le dossier est toujours à la phase d'instruction en raison du changement du juge, explique l'avocat de la victime. Les nouveaux magistrats en charge des nouvelles affaires sont maintenant en fonction. Donc on attend que les choses reprennent leur cours normal. Je crois que aussi des actes ont été posés par le nouveau juge d'instruction. Ce matin, je suis allée au tribunal de première instance de Mafanko pour en savoir davantage. Donc la procédure est en train de suivre son cours. Donc une procédure judiciaire, ce n'est jamais simple, surtout quand ça ne concerne pas ni une seule personne, ni deux, ni trois. L'ancien juge avait inculpé 3 médecins et une autre personne dont la profession n'est pas connue et qui serait en cavale. Ils sont poursuivis pour viol et avortement. Avec ces chefs d'accusation, Maître Alimatou espère que justice sera rendue en faveur de feu Massila. Je pense qu'il existe énormément d'éléments dans ce dossier pour que justice soit rendue à Massila et qu'elle ne soit pas morte pour rien. Mais aussi qu'au-delà de ce dossier, il est important aujourd'hui en Guinée que nous revoyions un peu ce que nous pensons de l'avortement. L'avortement fait clandestinement. Dans quelles conditions? Combien de femmes en meurent? Maître Alimatou Camara dit attendre que le nouveau juge fasse son travail dans un délai raisonnable. Elle souhaite par la suite que ce procès soit une tribune pour situer les responsabilités et dénoncer des violences subies par les femmes. Justice pour Massila et puis une grande quantité de tramadol a été retrouvée dans les médicaments saisis le week-end au port autonome de Conakry. Quels sont les dangers liés à sa consommation? Dans quelles conditions les pharmaciens le revendent-ils? Bernard Koundouno et Aliouba ont interrogé un spécialiste. Suivez. C'est un produit dont la consommation fait polémique. Le tramadol est un produit pharmaceutique dont l'utilisation devrait respecter certaines normes. En Guinée, la problématique de la réglementation de l'importation et la vente des produits pharmaceutiques
est la conséquence de la mauvaise consommation de ce produit. Le week-end dernier, une importante quantité de tramadol a été retrouvée parmi les produits saisis au port autonome de Conakry, ce que déplore ce pharmacien. La législation pharmaceutique nous recommande. Bon, c'est le seul pharmacien qui est habilité à manipuler le médicament. Donc le tramadol étant un produit maintenant notoire, nous commandons chez nos grossistes agréés. Dans les marchés et lieux de vente des produits, le tramadol est vendu aux jeunes sans prescription médicale. Pourtant, la consommation du produit a des conséquences néfastes, rassure ce spécialiste. Nous, on ne peut pas donner un médicament, surtout le tramadol, sans prescription médicale. C'est un produit dont la consommation a des gros risques, non seulement pour la santé, mais aussi pour le médecin prescripteur. Le tramadol est souvent utilisé comme un stupéfiant par certaines personnes, ce qui n'est pas sans conséquence, rassure ce pharmacien. Ces dangers sont d'abord, il y a un problème d'accoutumance. Vous savez, le produit d'abord, quand le cible n'est pas atteint, ça crée d'autres problèmes. Donc le tramadol, s'il n'est pas bien indiqué dans l'art médical, ça crée d'autres problèmes. C'est pour cela qu'il est prohibé de consommer le tramadol sans une prescription médicale. En attendant une réaction des autorités pour la réglementation de la vente de ce produit, plusieurs observateurs le considèrent comme cause de beaucoup d'accidents dans les mines artisanales du pays. On les appelle pharmacies par terre ou encore les médicaments de la rue. À vous de choisir. Ces pharmacies gagnent en notoriété à Conakry et même à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, notre équipe de reportage s'est intéressée en grossistes et en détaillants. Il s'avère que les grossistes à Madina sont les fournisseurs de certaines pharmacies et sont confrontés à plusieurs difficultés. Les détaillants sont moins chers et subissent aussi les tracasseries policières en raison de l'illégalité de leur activité. Alceni Bari, Ibrahima Sori Kamara. Madina, poumon économique du pays. Ici, un stock de médicaments géré par ce jeune qui a préféré garder l'anonymat. Il a fait 20 ans dans l'importation et la commercialisation des produits pharmaceutiques. Pour lui, ces médicaments sont vendus un peu partout dans la sous-région. Et ce n'est pas seulement les Guinéens qui consomment ces produits, des Maliens, des Sénégalais, la plupart des pays dans la sous-région achètent avec nous, tel que nous aussi on achète certains produits avec eux. Pourtant, aujourd'hui, ils sont traqués comme des bêtes sauvages. Leurs conteneurs de médicaments immobilisés sans motif, car toutes les taxes ont été payées au port et à l'aéroport, argue notre interlocuteur. Même les vigiles des banques, même les policiers routiers, le secteur des médicaments est devenu une vaste laitière pour toutes les catégories de corps au sein de l'administration guinéenne. En Guinée, la loi est claire. Il faut être pharmacien pour exercer la profession. Ces vendeurs disent être prêts à employer des diplômés en pharmacie avec la collaboration de l'État. L'État arrive à recruter, nous on arrive à apprendre. L'État nous propose, voici les pharmaciens qui seront dans ta boutique à partir d'aujourd'hui. Et le salaire c'est tel par mois. Nous allons verser l'argent chaque mois à la trésor publique. L'État va débloquer l'argent là. Et l'intéressé va réclamer son salaire à la fonction publique. Il est employé à la fonction publique, mais il travaille avec nous, le privé. Une chose est sûre, la plupart des vendeurs de médicaments ne sont pas des professionnels de la santé, mais livrent les ordonnances. À Imbaya, ils ne se cachent plus. Tous vendent sans crainte. Et nos ordonnances n'ont pas. Certains viennent avec des ordonnances, d'autres non. Il y a aussi ceux qui viennent pour s'endetter jusqu'à la fin du mois. Pour ceux qui viennent sans ordonnance, on les donne juste des calmants en fonction de leur mal. Ces vendeurs de produits pharmaceutiques sont visibles partout à Conakry. Il est cependant difficile d'endiguer la pratique avec la pauvreté. Et puis la presse écrite ou l'ensemble des publications périodiques, quotidiens, hebdomadaires et mensuelles est depuis longtemps un outil important d'expression entre les citoyens et les responsables politiques. Aujourd'hui, avec la montée en puissance de la technologie, la presse papier a presque disparu en Guinée. Elle est au moins vendue et n'est presque plus imprimée. Elle est maintenant sur les smartphones, ordinateurs et tablettes. Quel avenir pour la presse papier à l'ère du numérique? Notre reporter Antoinette Dédé Onivogui s'est intéressée à ce sujet. Suivez. Ousmane a fait son choix. Il fait partie de ceux qui trouvent la presse papier encombrante. Le monde a évolué, il s'informe donc avec son Android.
j'ai accès à tous les médias en un clic. Et donc je ne suis pas obligé par exemple de traîner avec les papiers comme il en est le cas avec les journaux écrits. Par exemple, si je dois attendre que si je dois attendre chaque parution pour m'informer, je ne serai pas à jour par rapport à l'actualité. Les plus anciens, eux, peinent à s'en sortir avec les nouvelles technologies. Un monde totalement inconnu pour la plupart d'entre eux. Marcel Bangoura est pourtant instruit, mais se conformer reste un peu difficile. Il était possible, à l'époque, que chaque personne ait son journal. Et comme ça, si vous voulez échanger sur un sujet, chacun ouvre le journal sur le sujet en question. Vous échangez. Ce qui n'est pas tellement possible aujourd'hui avec l'Internet ou les sites. Bon, tout le monde n'a pas la capacité d'abord d'avoir le smartphone, hein, et tout le monde n'a pas la capacité de manipuler ce type d'appareil. Dans les lieux de vente habituels, notamment à l'aéroport et Dixine, les rayons sont presque vides ou quasi inexistants. Les nouvelles technologies plus accessibles ont eu raison sur les imprimeries. Le Horea national qui colonisait les espaces de vente s'efface peu à peu. Aujourd'hui en Guinée, c'est que nous avons, il y a une question, écoutez, de politique qui a fatigué un peu le quotidien national guinéen. Parce que l'administration centrale, le journal appartient à l'État guinéen. Et cette volonté de l'État de pouvoir subventionner, de pouvoir donner tous les outils nécessaires à Horea pour continuer le chemin qui nous manque. Si la presse papier est la mamelle des médias dans les autres pays, en Guinée, son avenir est sérieusement menacé. Le collectif des ONG pour des textes respectueux des droits humains poursuit ses activités dans le cadre de la révision et l'adoption d'une nouvelle loi portant sur le régime des associations en Guinée. C'est un combat qu'il mène depuis bientôt 4 ans. Les acteurs de la société civile, ONG et défenseurs des droits humains se sont penchés pendant 2 jours sur la question. Ils espèrent que les autorités de la transition, le CNT en particulier, sera sensible à leur démarche. Mohamed Valek Touré, Mohamed Kapel aussi là. En 2019, des acteurs de la société civile avaient entamé des consultations pour demander une révision de la loi 2005-013 fixant le régime des associations en Guinée. L'avènement du CNRD offre une autre occasion. Les associations et ONG veulent compter sur le Conseil national de la transition pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui, on pense que le contexte est favorable et on compte commencer un plaidoyer auprès des autorités et du CNT pour que effectivement cette loi soit adoptée et promulguée en Guinée pour assurer la liberté d'association. Pour l'occasion, un atelier de partage et d'échange dans le cadre de la poursuite des activités du processus de révision et d'adoption de la nouvelle loi vient de se tenir. Les associations et ONG se battent toutes pour un idéal commun, leur permettre d'être beaucoup opérationnels sur le terrain et cela sans aucune contrainte administrative. Nous avons fait une consolidation des différentes contributions qu'il y a, que ce soit à l'intérieur du pays ou hier avec l'atelier de Conakry, qui nous permet aujourd'hui d'avoir, nous, organisations de la société civile, nous, associations, nos recommandations dans le cadre du processus de révision de cette loi L013. Le droit d'association est réglé aussi par le Code civil. Maintenant, cette loi, l'ancienne loi ou l'actuelle qu'on appelle la L013, était très muette finalement sur l'activité des associations et des ONG. Donc il s'agit que cette loi définisse et encadre un peu mieux. Le collectif espère que les attentes et préoccupations émises au cours de ces 2 jours d'intenses travaux soient prises en compte par les autorités de la transition. Dans un instant, c'est l'angle de la rédaction.
La logique voudrait que les élèves soient en sécurité dans les foyers coraniques et les écoles françaises, mais les prédateurs sexuels ou des bandes organisées réussissent le plus souvent à piéger leurs proies aux grandes dames des parents et certains encadreurs. Comment minimiser la récurrence des viols en milieu scolaire? Quel devrait être le comportement des filles ou fillettes souvent cibles de leurs bourreaux? C'est un grand format signé Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara. En dehors des endroits isolés, obscurs, non sécurisés, les viols s'effectuent toujours à l'intérieur, soit des habitations, des écoles ou foyers coraniques. Sont 9 fois sur 10 le fait de personnes ayant un lien avec la personne violée. Ce lien, souvent, c'est un lien d'autorité. Une étude a démontré que les viols s'opèrent selon les zones à des heures particulières dans la capitale, révèle l'ancien ministre de l'Éducation. Karkaloum, les viols se faisaient le matin, lorsque tout le monde vide les maisons. À Ratoma et à Matoto, c'est au bord de la mer, le long des rails, les endroits obscurs, là où les forces de sécurité. À l'intérieur des foyers et des écoles, il y a toujours des risques qu'il y ait des viols parce qu'il y a des prédateurs sexuels. Le violeur est un prédateur que tout parent, tout encadreur doit pouvoir détecter avant qu'il ne passe à l'acte, explique le sociologue. Le fait de retenir une jeune fille en classe alors que tout le monde est parti. Le fait de l'envoyer à domicile pour faire ceci ou cela, soi-disant des travaux. Ce sont des pratiques qui annoncent un prédateur sexuel. Il faut le surveiller et le dissuader très rapidement. Lorsque vous avez des jeunes filles dans une maison et vous avez un visiteur, que ce soit le père, que ce soit un frère ou un cousin, que ce soit quelqu'un qui est apparenté, qui vient souvent à la maison au moment où tout le monde est parti, attendant toujours que tout le monde parte pour venir, chassez-le de chez vous. Parce que c'est quelqu'un qui veut rester dans une situation d'intimité avec des personnes fragiles, faibles, sur lesquelles il va se jeter à la moindre occasion. Si ce ne sont pas des bandes organisées, c'est que le bourreau rôde dans les parages ou parfois à l'intérieur. Et les encadreurs doivent empêcher tout rapprochement suspect. En dehors de la salle de classe ou du bureau des enseignants ou du logement des enseignants, il y a très peu de possibilités qu'il y ait viol. Pas ailleurs. Non, pas ailleurs. Tu es enseignant, c'est à l'école. Les élèves, tu les trouves à l'école. Les élèves trouvent leurs enseignants à l'école, pas ailleurs. Pas du tout. Il n'est pas, non, ça c'est une autre paire de mains, ça c'est une autre chose. Que les enfants partent chez un enseignant pour... Non, ça c'est extrêmement grave. Pas du tout. Tu n'es ni frère de l'enfant, ni parent de l'enfant, ni rien à l'enfant, sauf que l'enfant est un élève. Et l'élève, c'est à l'école. Un viol dans un foyer coranique ou dans une école jette un discrédit, coup dur pour l'encadrement et un choc pour les filles. Voilà un phénomène qui aujourd'hui est devenu récurrent, devenu fréquent dans les établissements. Et ça, c'est vraiment antinomique, c'est contradictoire. Imaginez dans un lieu qui est censé être le lieu où on éduque, on forme, on apprend l'enfant à être responsable, où on apprend l'enfant la discipline, où on apprend l'enfant les mœurs, où on apprend l'enfant comment se comporter dans la société. Si c'est dans ce lieu-là que l'enfant subit ce qu'on appelle le viol, cela est extrêmement grave et c'est même inexplicable. L'éducateur qui est censé donner la bonne éducation à l'enfant, si lui-même est le bourreau de son enfant à qui on a donné, à qui on l'a remis pour une éducation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. On marche par la tête comme ça là. Avant on parlait des viols, mais dans les rues,
ou quelque part d'autre, mais pas vraiment dans les écoles ou dans les hôpitaux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment récurrent. On en parle même dans les écoles, où là où on doit se sentir en sécurité, c'est là-bas on est violé. Et cela, ça doit vraiment cesser parce que violer une fille, violer un enfant, c'est voler toute sa vie en fait. Au-delà de la formation, la sécurité de l'enfant est déterminante pour les parents. Les écoles se doivent de s'offrir les moyens appropriés pour minimiser les risques. Les toilettes, c'est fait en sorte que, c'est des toilettes publiques, c'est fait en sorte que personne ne peut être tenté dans la mesure où il n'y a pas deux personnes qui vont à la fois dans une même cabine. Une cabine, quand quelqu'un va, il va seul, il se met à l'aise, et puis il retourne dans sa classe. Les parents aussi doivent jouer un rôle, veiller sur les mineurs, sensibiliser les filles majeures afin d'éviter de tomber dans les pièges. Des enfants qui sont au primaire ou à la maternelle, de vraiment veiller à ce qu'ils viennent les chercher après les heures de cours, ou de chercher une personne de confiance à l'école à qui confier leurs enfants. Et parlant aussi de ces jeunes filles qui se laissent tenter par leurs professeurs ou par d'autres personnes, n'oubliez pas que vous venez à l'école pour apprendre. Ne suivez pas ces jeunes garçons ou ces hommes qui vous appellent. Ils vont juste ruiner votre avenir et votre avenir c'est à l'école. Oubliez ce qu'ils vous disent. Ils vont peut-être vous dire qu'ils vous aiment et tout, mais après ils vont gâcher votre vie et vous laisser comme ça. Le phénomène du viol est un cas spécifique à l'intérieur du pays. Personne ne peut dire avec exactitude les harcèlements et les abus que les filles subissent, surtout si les coutumes nocives offrent un terrain fertile aux prédateurs sexuels. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous suivrez nos publics reportages proposés par la rédaction d'Espace TV. Prenez soin de vous. Au revoir. À travers ce don composé de tricycles et du matériel agricole et de protection, le projet d'appui à la gestion participative des ressources naturelles du Fouta Djallon entend minimiser les dégâts environnementaux sur le long du fleuve Bafing dans la sous-préfecture de Tolo. L'impact sera très grand parce qu'il y a des initiatives qui étaient déjà en place ici que nous avons trouvées. De la protection de l'environnement, le reboisement, le maraîchage. Et il y avait plein d'activités qui étaient là et on n'a fait que renforcer les capacités de ces structures-là. Ce projet est piloté par l'ONG Communauté Engagement Service Volontariat. En sous peu de temps, les donateurs ont pu renforcer les capacités des communautés à prendre en compte la sauvegarde des espèces fauniques et floristiques, ainsi que les têtes de source du fleuve Bafing qui arrosent les 4 pays de l'OMVS, à savoir la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. On a mené beaucoup d'activités de sensibilisation pour la protection de l'environnement et aujourd'hui on a fait des renforcements de l'équipement des associations qui ont reçu avant le renforcement des capacités. Aujourd'hui ils ont reçu des matériels pour pouvoir mieux amener leur activité. Avec ce matériel, les groupements et associations bénéficiaires pourront développer des activités génératrices de revenus et sensibiliser les communautés riveraines. Avec l'appui de cette moto, nous pouvons réaliser le déplacement, transporter nos cultures maintenant là. Donc avec la sensibilisation, on sait que dans l'avenir, on n'aura pas de difficultés au niveau de la nature à Tolo. Le Bafing est un fleuve très important pour la sous-région. En Guinée, on appelle Bafing, mais au Sénégal, c'est le fleuve Sénégal. Donc la source du fleuve Sénégal, c'est à partir de Tolo. Et j'invite à toute la population de Tolo de protéger l'environnement de la source. Dans le cadre de la lutte contre l'érosion, le projet a également réalisé des ouvrages de protection anti-érosifs et des activités de reboisement de 7 hectares le long du bassin, réhabiliter le canal d'Amené et la mise en défense de la tête de source du fleuve Bafing. Comme chaque année, l'occasion a été mise à profit par les organisateurs
pour faire la lecture du Saint-Coran et d'implorer la grâce divine pour les filles et fils du pays pour décrisper la situation sociopolitique dans le pays. Que la joie de la réussite de cette FIDAO, mais ce n'est pas la première ni la deuxième. Ça a été répété par nos parents de père en fils depuis plusieurs générations. Donc ce n'est pas une surprise pour nous. La prière a été faite pour eux aussi, pour la paix et la quiétude pour le pays. Donc les mots me manquent. Depuis nos parents aujourd'hui, on est venu nous recueillir devant leur tombe. On a prié pour nos enfants et nos petits-enfants. Pour le secrétaire général de la Ligue islamique, cette prière est d'une importance capitale pour la paix et la quiétude sociale. Il invite les organisateurs à pérenniser cette rencontre religieuse. J'ai trouvé la communauté de Touba, depuis notre arrivée jusqu'à présent, s'est consacrée totalement sur les prières, les bénédictions. Et ça fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse d'implorer la grâce de Dieu, non seulement pour la paix, la quiétude sociale, pour Touba et tous les fils de Touba, mais aussi pour la réussite du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, à la tête de la Guinée pendant cette période de transition. Mobilisés autour d'un idéal, les fils de cette localité comptent poursuivre chaque année cette cérémonie de prière. Son porte-parole demande l'implication des fils ressortissants pour cette pérennisation. Cette année, Dieu nous a donné la chance d'assister à cette prière. Nous allons toujours continuer à implorer sa grâce pour les fils et filles de notre pays et pour l'émergence de la Guinée. La rencontre a pris fin par des prières et bénédictions entre les fils et filles du pays.